Entre parenthèses, l'émission Parentalité d'UGOP Radio. Yes. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. C'est l'épisode 2, sophrologie de l'émission Entre parenthèses, et on accueille à nouveau Clara Chapon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous à UGOP. Tous nos auditeurs ont beaucoup aimé le premier. Je plaisante. Il faut savoir qu'on enregistre les 2 émissions à la suite, mais c'est vrai que le premier sujet était très intéressant. On a voulu le creuser un peu plus, et c'est un sujet, le sujet de la sophrologie. On fera une série d'émissions là-dessus, et donc aujourd'hui on va creuser encore plus la spécialisation de Clara Chapon, qui est les enfants, et donc le côté sophrologie avec les enfants, et on va en parler tout au long de ces 20 minutes. D'abord, on avait dit pourquoi vous avez commencé à travailler avec les enfants dans la première émission, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler, faire un petit refreshing de comment travailler avec un enfant est particulier? C'est particulier parce qu'il faut qu'on s'adapte beaucoup à son univers, à ce qu'il aime, parce que le but c'est de lui donner avant tout des outils, et en fait si on les rend pas accessibles, si on lui donne pas envie de les utiliser, il les utilisera pas, et ce qui est normal, ça l'intéressera pas. Donc les gros challenges, c'est ça, c'est de rentrer dans son univers et de rendre accessible et ludique la sophrologie. Tout à fait. Vous aviez aussi dit que travailler un enfant aussi, ses avantages, parce qu'ils absorbent tout plus facilement et sont beaucoup plus ouverts à tout ce qui est enseignement. Exactement. Une leçon pour nous adultes d'être plus ouverts. Ils ont beaucoup moins de barrières. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi des leçons pour nous adultes à apprendre. Est-ce que vous apprenez d'ailleurs des enfants en leur faisant... Toujours. Ouais. Toujours. Il y a beaucoup de remises en question. C'est ce qui est génial en fait. Moi, j'ai de la remise en question dans ma pratique, parce que si ça fonctionne pas, ou si j'arrive pas à bien cerner l'enfant ou ce genre de choses, c'est à moi de me remettre en question. C'est à moi de rentrer dans son univers et pas à lui de rentrer dans le mien. Donc en fait, moi j'ai beaucoup de remises en question, et j'apprends parce que les enfants ils sont honnêtes et qu'ils disent les choses. T'as envie de faire cet exercice? Non. Ok. Qu'est-ce que t'aimes pas? Le thème. Ok, on va changer de thème, y a pas de souci, on va travailler autre chose. Du coup, c'est l'instant, c'est vraiment sur l'instant, et c'est ce qui est génial. C'est dynamique, voilà. Ça vous demande une adaptation constante. Tout le temps. Mais ça vous plaît? Oui, j'adore. Tant mieux. Dites-nous, est-ce que on va faire des questions un petit peu sur les cas que vous avez reçus chez vous? Je suppose qu'il y avait divers profils. Est-ce que la sophrologie peut aider certains à regagner ou renforcer leur estime de soi? Oui, tous. 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 Voilà. Enfin, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est des choses que j'aborde systématiquement. Peu importe la problématique pour laquelle l'enfant vient me voir. Je trouve que c'est important. On n'a jamais assez de confiance en soi. Je pense que plus on en donne quand on est enfant, mieux c'est. Donc c'est vraiment... Puis il y a beaucoup de choses qui viennent de là, en fait. Beaucoup de problématiques, de peur, de colère, parce qu'ils n'ont pas confiance, et parce que du coup, de se redonner confiance, c'est-à-dire croire en soi, c'est toujours un plus. Donc leur dire que voilà, ils sont super et qu'ils ont plein de qualités, et du coup les faire parfois lister ces qualités et se rendre compte que ils sont pas mal. Ouais, ils sont super. Ils sont super. C'est mieux. C'est plus super. Voilà. Faut parler positif, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ils sont super. Ils ont plein de choses en eux, et que c'est eux les meilleures personnes pour eux. Et dans leur relation avec leurs camarades, avec leur famille, est-ce qu'il y a des changements que vous constatez? Ils sont plus apaisés en fait. Un enfant qui arrive à comprendre ses émotions, il va développer de l'empathie aussi envers celle de ses camarades, parce qu'il va comprendre que quand quelqu'un lui dit quelque chose de méchant, ça lui fait de la peine, mais du coup lui, s'il dit quelque chose de méchant, ça fera de la peine à l'autre. Donc forcément, il aura peut-être plus confiance en lui, donc il dira pas de choses méchantes. Donc en fait, c'est un peu une sorte de cercle vertueux. Comme lui, il se sent mieux dans sa peau, dans son corps, il a plus confiance en lui, ce sera plus facile d'interagir avec d'autres enfants, et d'interagir de manière plus saine, entre guillemets. Un cercle vertueux. Ouais. Qui se passe avec vous, qui commence avec vous. Et est-ce que les parents commencent dès la première séance à remarquer des changements? Ils viennent nous dire oh, merci, c'est génial, etc. Pour certains, oui. Pour certains, souvent, les premiers effets sont que les enfants s'endorment plus facilement. Okay. Parce qu'en fait, souvent, le conte, du coup, j'enregistre à chaque fois les contes, ils sont repassés avant d'aller se coucher pour les enfants. Donc en fait, ça les apaise. Ça les détend, et ça leur permet de s'endormir plus facilement, d'avoir des meilleures nuits. Donc déjà, très souvent, première amélioration, c'est le sommeil. Ouais, l'endormissement qui est plus facile, moins de temps. Du coup, la nuit est meilleure. Et du coup, ça aide aussi pour la journée. Forcément.
Et niveau résultats scolaires, tout ça, ou peut-être qu'à partir de 5 ans, c'est pas forcément les résultats scolaires, mais je suppose qu'à l'école, les profs doivent être plus contents. Il y a plus de maîtrise, on va dire. Ils ont plus de maîtrise d'eux-mêmes, de leurs émotions, de leurs crises. Et du coup, ils ont des outils pour les exprimer. Donc c'est plus facile, c'est plus doux. Et vous travaillez là sur un projet à vous par rapport à ça, on va en parler. Mais donc, vous abordez plusieurs thèmes, si j'ai bien compris, selon les séances. Est-ce que vous avez aussi des guidelines, ou est-ce qu'il y a des enfants, vous dites attention, est-ce qu'il y a des enfants qui ont des besoins particuliers, vous dites ce n'est pas mon domaine, ou des troubles affectifs ou d'apprentissage? Tout à fait. En fait, il faut faire attention. Ça fait partie aussi des questions que je pose lors du premier rendez-vous. C'est s'il y a des problématiques psychiatriques, entre guillemets, même si chez les enfants, c'est très tôt pour le déceler, ou s'il y a vraiment des choses, je réoriente vers un psy ou vers un psychologue ou un psychiatre. Et les enfants qui ont des troubles de l'attention ou des troubles 10, ce genre de choses, en fait, moi, je vais en tenir compte sur mes séances, sur l'aménagement de ma séance. Mais mon accompagnement ne tournera pas autour de ça. Même si vous avez différents thèmes, les thèmes ne concernent pas certains cas de figure. Mais en fait, c'est un peu plus, c'est universel. Les thématiques vont être universelles. Mais si l'enfant a des troubles de l'attention, je vais essayer de le faire rentrer encore plus dans la séance, de vraiment choper ce qu'il aime pour qu'il soit à fond dedans. Même si la séance dure moins longtemps, parce que du coup, ce sera fait plus vite, il aura capté plus vite, etc. C'est pas grave. Moi, le but, c'est qu'il ait les outils. Donc, ma façon, ce qui va changer, c'est comment moi je lui donne, pas comment je le vois. Parce que ça change pas grand-chose, en fait. Ok. Et donc, pour revenir aussi sur ce projet dont vous nous avez parlé lors du premier épisode, c'est un rêve à vous que vous concrétisez. Donc, vous puisez de ce que vous avez appris et vous faites un grand document, un grand projet sur différentes sessions. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire ce projet? Vous avez dit le réel m'a appris et je veux en parler. En fait, j'essaie d'avoir une construction sur un accompagnement de 3 mois pour vraiment aborder plein de thématiques et expliquer. Parce que ce que je fais en séance, il manque un petit plus pour justement ce qui se passe en interséance, pour passer plus de temps sur chaque émotion. Qu'est-ce qu'une émotion? Pourquoi on ressent ci? Pourquoi on ressent ça? Quel besoin vient de cette émotion? Quel est le déclencheur? Qu'est-ce que l'empathie? Qu'est-ce que... Voilà, tout ça, essayer. Et j'essaye d'avoir justement quelque chose vraiment à 360 parce que c'est très souvent sur ces catégories d'âge-là, de la gestion des émotions. Et c'est vraiment, voilà, comment on peut apprendre à gérer ses émotions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je ressens? Et voilà, et la confiance aussi, encore et toujours, travailler sur la confiance, avoir un vrai pan sur la confiance, et avec des outils pour s'exprimer, pour partager avec d'autres gens, de la gratitude aussi, parce que il y a des études qui ont montré que c'était très positif pour le corps et pour l'esprit de dire merci, d'être reconnaissant pour ce qu'on a, pour ce qu'on vit, etc. Donc en fait, voilà, essayer de le mettre aussi au quotidien. Et les enfants, après ça, prendront ce qu'ils veulent prendre. Moi, mon but, c'est encore une fois, c'est de leur donner un maximum de choses et eux prendront ce qui est bon pour eux. Ok. On a aussi... donc, c'est un outil avec lequel vous allez travailler, vous et les enfants dessus. Exact. Et on a parlé des enfants, une fois ils rentrent chez eux, qu'ils peuvent répéter certains exercices avec les parents. Est-ce que vous pouvez aussi dire aux professeurs, aux gens qui côtoient les enfants peut-être plus souvent, est-ce qu'ils peuvent avoir un impact, favoriser ou pas les apprentissages, les acquis de ces enfants une fois ils sortent de chez vous? Est-ce qu'il y a une manière d'enseigner ou une manière de réagir qui peut favoriser les acquis par rapport aux professeurs? Oui. En fait, ils peuvent s'en servir. Il y a certaines écoles qui font de la sophrologie en classe. Et en fait, c'est hyper utile parce que ça permet de mettre en application directe les exercices de sophrologie, parce que les enfants, ils ont ils passent leur majorité de partie du temps, je vais y arriver, en classe, et du coup, sur leur bureau, donc apprendre à se concentrer, apprendre à enlever le stress, apprendre à se gérer, et les professeurs, dans la continuité, peuvent transmettre tout ça et trouver des moments après la récré, après le déjeuner, pour se dynamiser ou pour se calmer, pour se tempérer et faire des exercices de sophrologie. Est-ce que vous avez déjà conseillé des professeurs à ce niveau pour intégrer ces techniques? Non.
Non, mais c'est quelque chose qui pourrait me plaire de pouvoir mettre en place justement ça en fonction des thématiques de la journée, parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire, que ce soit faire participer tous les enfants. Du coup, c'est vraiment élargir la sophrologie et encore plus la partager. Ouais, c'est vrai. On remarque que c'est un de vos goals, de vos objectifs du moment, mais on vous souhaite de le faire déjà avec le grand chantier en cours pour cet été. Et donc, du côté des parents, est-ce qu'il y a une régularité à tenir aussi, ou est-ce que vous faites la plupart du travail et il s'agit juste de répéter les exercices chez eux? Il s'agit juste de répéter les exercices chez eux. Et d'accompagner l'enfant, en fait, de le soutenir en lui disant, voilà, si tu veux, c'est ton moment, on peut le faire ensemble, tu peux le faire tout seul, tu peux le faire avec ton frère, ta sœur, avec ton père, avec tes grands-parents. En fait, voilà, il peut le faire avec n'importe qui. Et faire bénéficier toute la famille. C'est ça, c'est le partage, on partage. Mais oui, c'est surtout de dire, voilà, fais-le, c'est bien que tu le fasses, sans être dans l'obligation. Parce que le but, c'est que ce soit positif pour l'enfant, mais juste de lui rappeler que voilà, s'il veut le faire, il peut le faire tout seul ou avec eux, et voilà, de le répéter un maximum de fois. Et est-ce que ces acquis sont sur le long terme? C'est-à-dire que vous nous disiez par exemple que la sophrologie aide à développer l'empathie chez les enfants, à comprendre leurs émotions, mais aussi celles des autres, du coup. Est-ce que c'est quelque chose qui reste sur le long terme pour des enfants? Une fois que c'est acquis, c'est acquis. C'est juste après, la fréquence sera peut-être pas forcément la même. S'il y a des grandes périodes de stress ou des périodes de mal-être, entre guillemets, ça peut être réutilisé. Mais tout comme, je peux voir un enfant sur un accompagnement quand il a 5 ans, le revoir quand il en a 8-9, sur une séance ou plus. C'est pas fermé une fois qu'on a fait un accompagnement, c'est pas fermé. On peut se voir pour d'autres choses, on peut se voir pour les mêmes choses, pour juste redonner des outils, rappeler certaines choses, parce que ils vont sélectionner les exercices de respiration qu'ils ont préférés. Donc il y en a plein qu'ils auront oublié. Le but c'est de dire n'oublie pas, t'as aussi celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ok, est-ce qu'il y a des erreurs courantes que les parents font dans ce genre de processus? Beaucoup imposer du coup, ce qui devient un peu une tâche plus qu'un moment ludique et cool, on va dire. Et c'est parce que les parents ont tellement envie que l'enfant aille mieux et ils le fassent vraiment pour que ce soit très très bénéfique que parfois c'est un petit peu trop. C'est plutôt par amour, ces erreurs. Oui, c'est des erreurs d'excès d'amour. C'est ça. Et est-ce que vous réalisez que, après c'est des enfants, mais est-ce que ça renforce les liens familiaux aussi, parents-enfants, frères et sœurs, d'avoir au bout des sessions, d'avoir ces sessions, ces exercices? Oui, forcément, parce que déjà, s'ils sont faits ensemble, ça renforce, parce que ça crée un temps spécial pour ça, donc un temps de qualité aussi qui est différent du quotidien. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, un enfant qui va retrouver confiance en lui sera plus à l'aise aussi si un enfant arrive à s'exprimer différemment, à exprimer sa colère différemment, par exemple, il y aura moins de tension dans la famille. Donc ce sera aussi, forcément, ça va décaler les choses et ça va permettre de resserrer les liens. Les rendre dans la famille. Et quand il y a des changements dans la famille, que ce soit un déménagement, peut-être un divorce, je ne sais pas, comment la sophrologie peut aussi aider dans ce genre de situation? C'est de remettre les choses un peu à leur place, de rappeler à l'enfant que c'est OK qu'il ressente certaines choses, soit de la tristesse, de la colère aussi parfois, encore une fois expliquer ses émotions, lui dire que c'est OK, que c'est normal de ressentir ça, et de lui montrer que malgré tous les changements qu'il y a, il reste super, il faut qu'il ait confiance en lui parce que c'est pas lui qui est décisionnaire, il subit, mais du coup après de le mettre de manière subtile forcément et accessible aux enfants, mais c'est vraiment de le replacer au centre en disant tu n'as rien à voir avec ça, toi, il faut que tu aies confiance en toi pour rencontrer des nouveaux copains parce que tu vas changer d'école ou tu vas changer de ville. Papa, maman s'aiment plus, mais ça veut pas dire qu'ils t'aiment plus toi. C'est ce genre de choses. Mais ça en perspective aussi. Qu'on peut pas dire de cette manière. Oui. Mes termes, toujours. Je vais changer ma perspective au bout de l'interview. Oui. Mais donc, est-ce que vous avez une fiche? Comment vous réalisez les progrès de l'enfant? Vous avez une checklist ou une fiche d'évaluation au bout des 6 ou 8 séances? En fait, j'essaye de faire... en première séance, je fais dessiner l'enfant, comment il se voit, comment, en fonction de la problématique, quand il est en colère, ce qu'il ressent, comment... Et le faire en fin de séance. En fin d'accompagnement, pour lui montrer en disant, tu te souviens, quand on s'est vu la première fois, je t'ai fait dessiner. Donc quand tu étais en colère, tu ressentais ça, ça te faisait mal à la tête, tu te voyais comme ça. Maintenant regarde comment tu te vois. Et ça donne quoi? Ça donne beaucoup de changements.
Parce qu'avant, ça pouvait être comme dans les dessins animés, de la fumée qui sort par les oreilles, le visage tout rouge. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils décrivent, la colère, ce qu'ils ressentent. Ils ont une barre dans la tête parce qu'ils ont mal à la tête. Et en fait, à la fin, c'est plus aussi rouge. C'est beaucoup plus nuancé, c'est plus calme. Et ils savent qu'ils ont les outils. Et moi, je leur rappelle que, encore une fois, tout ce qu'ils font, moi, je suis là pour leur présenter des choses et c'est eux qui le font. Donc c'est grâce à eux, ils ont réussi tout seuls à être comme ça. On le voit, vous avez beaucoup de techniques adaptées aux enfants, que ce soit le dessin, le livret, les contes. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des différents types de sophrologie ? Brièvement. Il y a pas vraiment de différence dans les sophrologies. Ça va être, je pense, chaque sophrologue est différent. Chaque personne a sa façon d'aborder la chose. Il y a des gens qui sont spécialisés pour des troubles anxieux, des gens qui sont en d'autres spécialisés pour accompagnement à l'accouchement, beaucoup, la douleur, les personnes âgées, etc. C'est que ça va être vraiment l'approche et puis la personnalité qui va être aussi différente. Il y a des outils que moi j'utilise que d'autres personnes n'utiliseront pas. Et inversement, je pense qu'il y a aussi le fait de ce qu'on a envie de transmettre. Moi, je tiens à transmettre beaucoup de choses, à donner les comptes rendus, entre guillemets, de séance juste avec les exercices et le conte. Parce que ce qu'on se dit avec l'enfant, ça reste entre lui et moi, sauf s'il y a mise en danger forcément, mais sinon voilà, il y a quand même cette confidentialité entre lui et moi. J'ai des confrères et consoeurs qui ne donnent pas les exercices, parce que elles estiment que c'est l'enfant va retenir ce qu'il veut, ou la personne retiendra l'exercice qu'il veut, et du coup, c'est une manière de faire. C'est une autre manière de faire. C'est une autre doctrine. Moi, c'est juste que je veux qu'ils aient tout pour piocher. Et revenir plus tard en disant « Ah, mais je me souviens plus trop des exercices. Ah oui, il y avait celui-ci. » Voilà. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire. Je pense que c'est une approche. Et est-ce que votre approche a aussi été influencée par vos études de psychologie, votre background en psychologie ? Oui, forcément. Forcément un peu. Mais surtout, je crois que c'est le fait de côtoyer des enfants. En fait, au fur et à mesure, je me rends compte que j'ai vraiment envie de leur donner. Et je sais qu'ils sont assez intelligents pour aller chercher quand ils ont besoin. En fait, c'est juste qu'il faut leur mettre à disposition. Et il n'y a pas besoin de grand-chose de plus. Les sécuriser et leur mettre à disposition les outils et ils iront les chercher. Ok. On entend beaucoup que vous nous dites je veux donner aux enfants, je veux partager avec eux. Est-ce que vous... à quel moment vous dites ok, ce que je leur donne est bon, et peut-être que ce que vous leur donnez parfois c'est un peu trop adulte, trop scientifique, etc. Quand est-ce que vous mettez des limites, ou vous dites c'est les enfants qui sélectionnent? J'essaie de rendre tout accessible, de trouver des mots qui sont plus faciles, ou de le mettre en image si je peux, si c'est des choses qui sont possibles. Après, si c'est trop, je sais pas. Mais pour vous, l'idéal c'est qu'ils soient conscients de tout, qu'ils savent pourquoi ils viennent ici, pourquoi ils font ça, combien de temps ça va durer, si j'ai bien compris. Votre méthode, c'est de tout dire aux enfants. C'est ça. Je les considère, c'est des personnes à part entière. Juste, ils n'ont pas encore le même background que nous, mais c'est des personnes à part entière, donc j'ai envie de les considérer pleinement, parce qu'ils sont en train d'expérimenter pleinement. Donc, je veux leur donner tout. Après, voilà, c'est toujours pareil. Chacun va chercher ce dont il a besoin. Et est-ce qu'il y a aussi des choses qui pourraient affecter dans leur quotidien les acquis ou leurs défauts, je ne sais pas, leurs troubles? Est-ce qu'il y a aussi des choses, vous leur dites dans leur quotidien, qu'il faut changer? Ou c'est juste, vous vous limitez aux séances? Non, je me limite aux séances. Ok. Parce que je sais que parfois, certains comportements alimentaires ou de consommation de télé, etc., peuvent aussi affecter les enfants, mais ça n'a rien à voir avec la sophrologie. Non, je pense que c'est pas à moi de le dire. C'est chacun son éducation et chacun est spécialisé aussi. Moi, et souvent, en fait, quand on va travailler sur quelque chose, ça toujours décale, et en fait, parfois, on peut venir travailler sur une peur, mais ça va complètement... en fait, être autre chose, et ça va se décaler et déclencher d'autres choses, et du coup, on va pouvoir travailler sur d'autres choses. Mais tout ce qui est accompagnement extérieur, entre guillemets, les habitudes à la maison, etc., pour le coup, moi, C'est comme quand c'est un enfant à trouble, vous détectez quelque chose et vous dites, ça, ce n'est pas mon domaine, et vous renvoyez... Exactement. Ailleurs. Ok. On comprend que c'est important pour vous aussi de délimiter votre rayon de travail. C'est important c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est de se remettre en question aussi et de savoir, de connaître ses limites. J'ai pas envie d'influencer dans le mauvais sens un enfant, ou d'être trop, que ce soit du coup nocif entre guillemets pour lui. Le but c'est vraiment que ce soit du bien-être
et chacun son domaine de compétences. Et quand l'enfant termine ses séances, vous ressentez cette gratitude, ou cet épanouissement ou une paix? Qu'est-ce que vous ressentez le plus souvent? Beaucoup de sérénité. Ils sont beaucoup plus zen, ils sont beaucoup plus sereins. Et puis, même si je crois qu'ils captent sans trop capter, parce qu'on se voit assez régulièrement pendant 3 mois. Donc en fait, quand je dis la semaine prochaine, ce sera la dernière séance, on se reverra plus, etc., je crois que ça me fait plus un pincement au cœur. Oui, j'allais vous poser la question. Comment vous gérez cette séparation à la fin? C'est pas difficile, mais c'est bizarre de se dire on se verra plus, il est parti vivre sa vie. Mais mieux. Je l'espère, je lui souhaite mieux, mais du coup, on a envie de savoir, on a envie d'être une petite souris et d'être là en se disant j'ai envie de voir comment ça va se passer, comment il va grandir, etc. Mais c'est plus, voilà, moi j'ai transmis ce que j'avais à transmettre, maintenant il va continuer à grandir et à évoluer, mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir son travail partir, ça y est, le fruit de son travail. Ça y est, c'est terminé. Mais c'est ce qui vous motive donc d'entamer un nouveau projet avec un nouveau patient, c'est aussi les fruits de l'ancien, que l'ancien soit plus serein. C'est ça, puis j'apprends tout le temps, donc chaque nouveau patient est une nouvelle leçon aussi. Une nouvelle leçon, et puis bénéficie de tout ce que j'ai pu apprendre avant. Donc c'est... Oui. On en parlera encore plus pour le 3e épisode. Ce sera une autre thématique, mais on en apprendra toujours plus. Merci beaucoup, Clara Chapon, de nous avoir parlé aujourd'hui, en particulier de votre travail avec les enfants. Je suis sûr que ça vous a plu, chers auditeurs et chères auditrices. À UGOP Radio, c'était l'émission Entre parenthèses. À très bientôt. Entre parenthèses, l'émission Parentalité d'UGOP Radio.